Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler du rapport sur l'évolution de l'open data des décisions de justice avec l'auteur du rapport, Daniel Ludet, également conseiller honoraire à la Cour de cassation. On parlera ensuite d'un autre rapport, celui du CNB sur le secret professionnel de l'avocat, avec Vincent Gnoret, membre du CNB et co-rapporteur de ce rapport sur le secret professionnel de l'avocat. Enfin, on parlera crypto-monnaie, en quoi c'est une opportunité pour les entreprises avec Stéphanie Neymarck-Attias, fondatrice du cabinet Commit. Voilà pour les titres. Lex Inside, c'est parti. On commence tout de suite ce Lex Inside. On va parler du rapport sur l'évolution de l'open data des décisions de justice à l'aune d'un rapport qui a été rendu en juillet dernier par Daniel Ludet, président du groupe de travail donc sur l'évolution de l'open data des décisions de justice. Daniel Ludet, bonjour. Bonjour Arnaud. Pouvez-vous rappeler le contexte de l'élaboration de ce rapport et quels étaient les enjeux ? Je pense que tout d'abord, il faut rappeler ce qu'est l'open data des décisions de justice pour que chacun comprenne. En 2016 a été adoptée la loi pour une république numérique qui a posé le principe que toutes les données publiques seraient mises à disposition du public gratuitement. Et au cours des débats parlementaires, il a été décidé par amendement que les décisions de justice figureraient parmi ces données publiques mises à disposition du public à titre gratuit. Principe posé donc en 2016. Pour les décisions de justice, le régime a été précisé par une loi de 2019 et les décisions de justice ont commencé à être mises à disposition du public gratuitement, suivant un échéancier, un calendrier qui est loin d'être terminé aujourd'hui, et à partir de 2021. Voilà le principe de l'open data des décisions de justice. Et en raison de certains éléments d'évolution du contexte politique, je dirais, mais sociétal aussi, également à l'approche du moment où viendrait la publication des décisions de justice pénale, notamment, un certain nombre d'interrogations ont surgi sur le maintien du régime de mise à disposition du public des décisions de justice en données ouvertes. Des questions se sont posées et donc c'est pour cette raison que par une lettre de mission du 4 février 2025, le ministre de la Justice, M. Darmanin, m'a demandé si j'acceptais de présider un groupe de travail chargé de réfléchir à certaines évolutions de ce régime de l'open data des décisions de justice. Pour bien comprendre, l'open data des décisions de justice, c'est la mise à disposition à tous, gratuitement, des décisions rendues par les juridictions judiciaires et administratives, tout en préservant un certain nombre de données personnelles pour préserver la vie privée et la sécurité de certaines personnes. Ça faisait partie de la réflexion de votre rapport et vous avez formulé un certain nombre de recommandations. Quelles sont-elles ? Alors, peut-être qu'avant d'en venir aux recommandations telles qu'on les a formulées, il faut préciser un peu comment les problèmes se sont posés. Le point de départ, je crois, qui a motivé en premier lieu la mission, c'est que dans un climat, dans un contexte de critiques de plus en plus vives des décisions de justice, des juges, des magistrats, d'autres professionnels de justice. Je vous rappelle qu'il y a assez peu de temps, sur un réseau social, avait été diffusée une liste d'avocats dont il faudrait s'occuper si un changement politique, un certain changement politique intervenait. Donc, ce contexte un peu tendu de mise en cause de la justice, des magistrats, des avocats, des menaces, y compris dernièrement pour des
membres de la juridiction administrative, et aussi ce climat un peu de critique sur l'état de droit, de remise en cause, même à certains moments, dans certains propos, de l'état de droit. Tout ça a créé un contexte générateur d'une inquiétude au sein de la magistrature, et donc avec la question posée par le ministre, est-ce qu'il ne faudrait pas songer à occulter le nom des magistrats, des greffiers et d'autres professionnels de justice, c'est-à-dire les avocats, dans les décisions de justice. Ça a été le premier sujet qui, je crois, a été la raison principale de mettre en place ce groupe de travail. On a ajouté un deuxième sujet qui était lié à l'approche de la date à laquelle seraient diffusées les décisions des tribunaux de commerce. Et le président de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, au mois de mars 2024, a adressé une lettre au premier président de la Cour de cassation pour faire part de certaines inquiétudes sur la sécurité des entreprises, la fragilité des entreprises qui pourrait résulter d'une diffusion, si je puis dire, massive et indistincte et inconditionnelle de toutes les données qui concernent la vie des entreprises, et vraiment dans une diffusion très large. Et donc, alerte de la part du président de la Chambre commerciale qui relayait, ce n'est pas un secret, des préoccupations exprimées par le président du tribunal des affaires économiques de Paris, monsieur Zayer. Les auditions auxquelles nous avons procédé, notamment MEDEF, CPME, ont confirmé qu'il y avait cette inquiétude dans les milieux économiques. D'où votre proposition d'occultation du nom des entreprises dans les décisions. Plus précisément d'ailleurs, quand nous avons précisé comment les textes devraient être modifiés, nous avons parlé de l'occultation de la dénomination sociale des sociétés mentionnées dans la décision de justice. C'est ça le sens de notre proposition. Alors, il y a eu un débat, donc, et d'ailleurs, si vous voulez, je pourrais en dire un mot par rapport aux inquiétudes qui ont été exprimées par les milieux de l'édition. Au-delà de l'occultation des noms des entreprises, ceux des magistrats, des avocats, des personnels de greffe. Absolument. Et donc, sur l'aspect économique que j'évoquais, il y a eu de la part du monde, si je voulais, de l'édition juridique et de la part des Legal Tech aussi, des inquiétudes, c'est-à-dire notamment, il nous a été indiqué que le fait de ne plus pouvoir, connaître le nom des entreprises susciterait des difficultés dans la recherche juridique pour l'activité de ces entreprises, d'où d'autres propositions que nous avons faites pour tenter de répondre aux préoccupations de ces entreprises. Quel type de proposition ? Alors, la proposition, c'est... Alors, nous nous sommes placés, si vous voulez, dans la logique des propositions que nous avons faites sur les autres aspects. Autrement dit, si elles sont suivies, il y aurait dans les décisions de justice qui sont publiées en données ouvertes, il y aurait moins d'informations qu'il n'y en a aujourd'hui sous le régime actuel. Et donc, l'idée, ce serait de mettre en place, pour les besoins de ces entreprises, celles de l'édition, les Legal Tech, pour leurs besoins, de mettre en place un système de mise à disposition de flux, alors c'est notre jargon, flux de décisions intègres ou plus intègres. Qu'est-ce que ça veut dire, intègre ou plus intègre? C'est-à-dire des décisions qui sont indemnes des occultations dont nous venons de parler. On pourrait avoir les noms des entreprises, concrètement. Et voilà, mise à disposition donc de décisions de justice intègres ou plus intègres, mais moyennant un système conventionnel, un système reposant sur des conventions passées entre la Cour de cassation, qui est celle qui gère, vous le savez, la mise à disposition des décisions de justice en direction du public, donc des conventions qui spécifieraient à la fois les conditions que devront respecter ces entreprises en matière de réutilisation, donc d'utilisation de ces décisions de justice, et aussi la question du paiement du service que représente pour la Cour de cassation la préparation de ces décisions qui ensuite seraient mises à disposition de ces entreprises. On va conclure là-dessus. Je vous remercie, Daniel Ludet.
Tout de suite, l'émission continue. On va parler d'un autre sujet fondamental, la protection du secret professionnel de l'avocat. On enchaîne tout de suite avec la protection du secret professionnel à l'aune d'un rapport qui a été rendu par le CNB. Et je suis en compagnie du co-rapporteur Vincent Gnoret, qui est membre du CNB. Vincent Gnoret, bonjour. Bonjour. Alors, le CNB s'est intéressé une nouvelle fois à la question du secret professionnel et votre volonté dans ce rapport, c'est de renforcer sa protection. Expliquez-nous d'abord quels sont les enjeux de la protection du secret des affaires, du secret professionnel de l'avocat. Oui, le CNB est toujours à l'avant-garde de cette réflexion qui tente à la protection du secret professionnel sous deux aspects. Le renforcement des droits de la défense en matière de perquisition chez l'avocat ou chez le client lorsque l'on saisit des correspondances d'avocats chez le client. Premier point. Deuxième point, en matière d'écoute téléphonique. Et sur le premier point, la réflexion du CNB est permanente à travers la commission Liberté et Droits de l'Homme, à travers la commission Secret et Perquisition que j'ai l'honneur de présider. Et pourquoi ? Parce que la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation n'évolue pas dans un sens favorable, nous le savons, puisqu'elle retient l'absence de protection du secret professionnel en matière de conseil et dégrade la protection du secret professionnel en matière de défense. Et nous ne savons plus comment faire pour nous protéger sur un plan judiciaire, sauf, bien évidemment, la contestation systématique du bâtonnier des saisies pratiquées. C'est notre recours, et le rapport qui a été déposé tente à l'amélioration de l'exercice du droit de défense en matière de perquisition chez l'avocat et chez les justiciables. Alors, venons aux recommandations que vous faites pour l'avocat en matière de perquisition et d'écoute. Quelles sont-elles ? Alors, à propos des perquisitions chez l'avocat, nous souhaitons que soit renforcé le système des contestations et des voies de recours. Nous souhaitons que l'avocat perquisitionné, comme le bâtonnier d'ailleurs, dont la Chambre criminelle dit qu'il est un protecteur des droits de la défense, puisse interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui autorise la perquisition. C'est le cas, c'est le droit positif en matière de visite domiciliaire de l'autorité administrative, par exemple l'autorité de la concurrence, l'autorité des marchés financiers et l'administration fiscale, par exemple. Nous avons relevé, avec mon confrère Elliot Bersogol, à peu près 20 cas de contestation de l'ordonnance du JLD et de présence de l'avocat de la défense donc au cours de la perquisition administrative. Alors c'est l'autre point, la présence de l'avocat de la défense en perquisition pénale, judiciaire pénale. Pourquoi c'est important ? C'est important pour l'exercice du droit de la défense, juxtaposé avec l'exercice du droit de la défense par le bâtonnier. Il nous faut deux avocats qui vont se fondre dans un système de contestation pur et simple, à travers la contestation des saisies, mais encore faut-il que l'avocat de la défense que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a consacré au niveau de l'audience du JLD de contestation. Il faut que cette présence se situe en amont, dès le début de la perquisition, comme est exigée la présence à peine de nullité du bâtonnier. L'idée, c'est d'avoir le même régime qu'en matière de perquisition administrative et fiscale, c'est ça ? À peu près, si vous voulez, et en droit commun, bien sûr, puisque la présence de l'avocat de la défense est inscrite dans les textes. Au hasard, L621-12 du Code monétaire et financier, L16B du livre des procédures fiscales et L450-4 du Code de commerce. Bref, à propos de ces perquisitions qui sont des visites domiciliaires, des perquisitions et tout est confondu, en pratique, c'est exactement la même mesure intrusive. Dans un cas, les textes prévoient le recours à l'avocat de la défense, dans l'autre, il n'y a rien. Nous sommes soumis, la présence de l'avocat de la défense est soumise au bon vouloir ou du parquetier ou du juge d'instruction qui perquisitionne. Alors, il y a une autre recommandation que vous faites, c'est en matière de perquisition, c'est changer le critère quand un avocat est mis en cause, c'est de parler plutôt d'indices graves ou concordants plutôt que de raisons plausibles. Pourquoi ? Alors, pour une raison extrêmement simple, et merci pour la pertinence de votre question, c'est que le droit positif actuellement, 56-1 du Code de procédure pénale, prévoit à propos de l'avocat mis en cause la démonstration préalable à la perquisition de raisons plausibles, qui est le critère de la garde à vue. Et nous avions tenté, à l'époque de la commission Mattei, auprès du garde des Sceaux
Éric Dupond-Moretti, d'obtenir un autre critère, celui de l'indice simple, puis de l'indice grave ou concordant. Pour quelle raison? Parce qu'à propos des perquisitions chez les magistrats, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu le 22 mars 2016 un arrêt très important qui annule la perquisition en ces murs, elle a ce pouvoir d'annuler la perquisition en ces murs elle-même. Eh bien, au motif que n'était pas rapporté par les magistrats instructeurs qui perquisitionnaient la Chambre criminelle, précisément le 4 mars 2014, eh bien, l'indice de la participation du magistrat à la commission des infractions dénoncées. Donc la notion d'indice est réservée pour les magistrats. Nous avons souhaité, dans le cadre des travaux de la commission Mattei, qui préfigurait la loi Confiance, eh bien, que ce critère de l'indice soit consacré, voire jusqu'à consacrer l'indice grave ou concordant de la participation de l'avocat à la commission d'une infraction. Et malheureusement, le législateur a été avare sur ce point-là. Nous souhaitons une réforme qui doit s'imposer. On ne peut pas perquisitionner un avocat pour n'importe quel motif. D'accord, il faut des garanties. Il faut des garanties et le critère de la raison plausible, des raisons plausibles, de l'existence ou non de raisons plausibles, c'est un critère trop vague, trop flou. C'est le critère du pifomètre que nous avons connu lorsque n'existait avant la loi Confiance aucun critère. Il faut rendre hommage à la loi Confiance, en tout cas par l'exercice des voies de recours. Et nous souhaitons que cet exercice des voies de recours soit renforcé, comme je l'ai dit, par le recours contre l'ordonnance du JLD qui autorise la perquisition, alors qu'est déjà consacré le recours par la voie de l'appel, 24 heures à compter de sa notification, contre l'ordonnance qui statue sur les contestations. Ensuite, pourvoi en cassation, immédiatement recevable et avec un effet suspensif. Alors, vous l'avez dit en introduction, vous souhaitez l'alignement de la jurisprudence de la CEDH et de la CJE sur celle pour la protection renforcée du secret professionnel qui est aujourd'hui écartée en matière de conseil. Pourquoi c'est important? Vous aviez parlé sur ce plateau même des arrêts de la Cour de cassation de la Chambre criminelle de mars dernier. Pourquoi il faut aller plus loin alors? Il faut aller plus loin dans un souci de cohérence et d'honnêteté intellectuelle. La Chambre criminelle se réclame de la jurisprudence de la CEDH. Or, que fait-elle? Alors que la CEDH consacre le caractère absolu du secret professionnel en toute matière s'agissant de la correspondance entre avocats, défense et conseil. La Chambre criminelle dit l'inverse. Elle qui se réclame, prétend se réclamer de la CEDH. Donc, sur un plan intellectuel... il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe et la Chambre criminelle doit faire un petit effort de réflexion. Donc, qui ne lui coûte rien, finalement. Il s'agit tout simplement de s'aligner sur ce qu'elle estime être cette jurisprudence à valeur d'exemple, celle de la CEDH, donc qui consacre le caractère absolu de la confidentialité, quel que soit le domaine, défense ou conseil. Elle reconnaît comme un droit fondamental, c'est ça? Si on veut, oui, bien sûr. Et alors, je pense à l'arrêt Michaud, à l'arrêt Ribolovlev qui a été rendu récemment, et surtout au discours de monsieur le Président Mathias Guillemard lors de la grande rentrée des avocats organisés par le Conseil national des barreaux il y a quelques jours, où il a réaffirmé cette force-là dans son discours introductif, tout en ajoutant que l'avocat n'est pas simplement un auxiliaire de justice, mais un auxiliaire essentiel de la justice. Voilà. Donc, nous ne sommes pas des proies à la disposition, au plan de la violation des confidences reçues dans le cabinet, du monde judiciaire, qui aujourd'hui, à travers la dégradation du secret professionnel, le monde judiciaire qui aujourd'hui est un monde mortifère. On va conclure là-dessus. Merci Vincent Nioret. Je rappelle que vous êtes membre du CNB. Merci beaucoup. Tout de suite, l'émission continue. On va parler crypto-monnaie. En quoi ça peut être une opportunité pour les entreprises? On poursuit ce Lex Inside, on va parler crypto-actifs, une opportunité pour la trésorerie des entreprises avec mon invité Stéphanie Neymarck-Attias, fondatrice du cabinet Commit. Stéphanie, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors les crypto-actifs offrent aux entreprises une opportunité de diversifier leur trésorerie, mais cette stratégie innovante implique des choix juridiques, fiscaux et comptable à bien encadrer. On va en parler ensemble. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi les entreprises doivent adopter les crypto-monnaies en matière de trésorerie? Alors, c'est vrai qu'on constate de plus en plus que les dirigeants d'entreprises qui eux-mêmes investissent à titre personnel dans les crypto-actifs
s'interrogent sur l'opportunité de diversifier leur trésorerie, justement avec ce nouvel actif. À ça, je vois 3 raisons principales. La première, c'est l'inflation. La deuxième, c'est le rendement. Et la troisième, c'est l'international. Alors, je m'explique un petit peu. L'inflation, tout simplement parce que contrairement à d'autres devises traditionnelles, fiduciaires, eh bien, il n'est pas possible d'émettre ce type de monnaie de façon illimitée. Par exemple, pour les bitcoins, on ne peut pas avoir plus de 21 millions d'unités. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, en Amérique latine, on voit que la perte de confiance dans les monnaies traditionnelles implique un volume de plus en plus important dans les échanges en crypto-monnaie. Ensuite, je vous le disais, la deuxième raison, c'est le rendement, puisque même si cet actif est très volatile, il offre de grosses perspectives de gains. Et donc, on peut vendre au bon moment et on peut aussi gagner de l'argent en faisant de la finance décentralisée, tout simplement en bloquant une certaine quantité de crypto pour avoir du rendement également. Et puis le dernier point, c'est l'international. C'est tout simplement que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on peut faire des transactions en crypto-monnaie, ce qui n'est pas le cas pour les monnaies classiques. Bon, on vient de voir les avantages de ces crypto-monnaies. Si on veut se lancer, quelles sont les précautions à prendre ? Alors, il y a un cadre juridique à mettre en place, effectivement. La première chose à faire dans une entreprise, c'est d'adapter ses statuts. Tout simplement pour protéger le dirigeant d'une éventuelle faute de gestion et assurer une certaine transparence vis-à-vis des associés. Donc, tout simplement dire, on projette d'investir une certaine partie de la trésorerie en crypto-monnaie. Bien entendu, ça doit être encadré. Et puis ensuite, on va essayer d'avoir les bons outils pour assurer une traçabilité de ce type d'opération, puisque les règles comptables et fiscales sont un petit peu spécifiques. Alors, on a vu les précautions juridiques à prendre. Quels sont les enjeux comptables et fiscaux ? Alors, le premier enjeu, c'est d'avoir un suivi de toutes les opérations, parce qu'en cas de contrôle, il faut être très rigoureux sur les informations, les justificatifs pour chaque transaction. Ça veut dire quoi concrètement ? Concrètement, ça veut dire qu'il faut savoir la date de chaque opération, le montant de cette opération en crypto-monnaie, mais aussi la contre-valeur en euros. Et puis tout ça, ça va permettre ensuite d'appliquer les règles comptables et fiscales qui s'imposent. Pour vous donner un petit exemple, les règles fiscales ne sont pas du tout les mêmes quand on est un particulier et une société. Quand on est un particulier, on échange de la crypto contre de la crypto et c'est complètement neutre fiscalement. Mais quand on est une entreprise, chaque opération doit être comptabilisée. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'outils et d'être entouré d'experts qui s'y connaissent dans ce domaine. Alors, être entouré d'experts, des outils, mais fondamentalement, c'est quoi les clés de la réussite ? Les clés de la réussite, c'est d'abord une bonne gouvernance, c'est-à-dire qu'il faut savoir précisément qu'est-ce qu'on recherche. Est-ce qu'on cherche à avoir du rendement ? Est-ce qu'on cherche à avoir un nouveau moyen de paiement avec ses clients, ses fournisseurs ? Et quel est le pourcentage de la trésorerie qu'on est prêt à investir de façon sécurisée dans ce type d'actifs ? Donc, ça, c'est vraiment les clés. Et quand je vous disais tout à l'heure, il faut être bien entouré, c'est aussi parce que la loi évolue très, très vite en la matière et qu'il faut faire une veille active de toutes les évolutions comptables, fiscales, réglementaires, parce que c'est comme ça réellement qu'on sécurise et qu'on optimise ce type de placement. Alors, vous évoquez le cadre juridique. Est-ce qu'il est très contraignant aujourd'hui ou on peut quand même faire un certain nombre d'opérations en crypto-monnaie ? Il n'est pas très contraignant. Il y a des petites astuces. Par exemple, il faut absolument créer des comptes distincts. Celui du dirigeant n'est pas le même que celui de la société. Alors, c'est évident dans l'environnement bancaire, mais c'est exactement pareil sur des plateformes décentralisées. Donc, il faut s'assurer de sécuriser ce cadre, mais il n'y a pas de complexité réelle. Donc, si on veut se lancer, on peut y aller, évidemment, en respectant les consignes que vous avez indiquées. Tout à fait, tout à fait. On est là, justement, pour aider les dirigeants d'entreprise qui veulent profiter de cet outil de diversification, mais en se sécurisant, en évitant les fautes de gestion, en évitant le manque de justificatifs en cas de contrôle et
en se tenant informés de toutes les nouveautés. Et c'est pour ça qu'au sein du cabinet Commit, on accompagne nos clients de cette façon. Alors justement, vous évoquez l'accompagnement que vous faites auprès des entreprises. Quelles sont leurs principales préoccupations, les freins peut-être ? Alors, leur principale préoccupation, c'est de savoir déjà si c'est possible, quels sont les risques. Parfois aussi, du point de vue fiscal, on s'interroge sur est-ce que l'administration va voir ça d'un mauvais œil d'avoir investi une partie de sa crypto. En fait, c'est une forme de placement comme un autre, donc il faut le maîtriser, mais c'est totalement possible. Et puis ensuite, il faut évidemment informer ses partenaires. Et quand je dis partenaires, il s'agit des experts comptables, mais aussi des banques qui, elles, vont assurer la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Donc, elles ont des obligations, elles aussi. Et pour éviter un blocage des opérations, il faut qu'elles soient informées de cette nouvelle façon de gérer la trésorerie. Je dirais que de façon générale, ça se passe très bien. Il y a même des clients, des prestataires, des fournisseurs qui ont envie d'avoir cette nouvelle forme d'échange avec les entreprises. Et j'imagine que c'est aussi bien pour les petites entreprises que les plus importantes ? Totalement. Tout type de taille d'entreprise peut investir dans les cryptoactifs, mais il y a quand même quelque chose à garder en tête, c'est qu'il faut garder une certaine proportion entre ce qu'on est prêt à investir et l'activité de l'entreprise pour préserver son fonds de roulement. Puisque, bien évidemment, vous allez continuer à payer vos salariés en euros, vous allez continuer à payer vos impôts en euros, donc vous ne pouvez pas engager toute votre trésorerie dans ce type d'actifs. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de la 100% crypto-monnaie pour être un peu trivial. Pas du tout. Déjà, la volatilité fait que on va éviter de faire ce type de choix, mais il faut quand même se poser la question de la rentabilité et donc garder cet équilibre entre sécurisation et optimisation. Et vous pensez, pour finir, il y aura une évolution dans justement la façon de payer ces fournisseurs avec plus de crypto-monnaies ? Je le vois déjà très régulièrement. Hein. Les fournisseurs qui acceptent d'être payés en crypto-monnaie, ça fonctionne très bien. Et je vous le disais, à l'international, ça permet de faciliter les transactions. Il y a aussi un autre avantage, c'est que comme il y a moins d'intermédiaires, il y a aussi moins de frais de transaction et on évite aussi la problématique des coûts liés au change de monnaie. Donc, c'est aussi une façon d'optimiser financièrement ces opérations avec ses partenaires. On va conclure là-dessus. Merci Stéphanie Neymar-Katia. Je rappelle que vous êtes fondatrice du cabinet Commit. Merci beaucoup Arnaud. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.